Chers amis auditeurs, bonsoir. Nous nous retrouvons cette semaine pour un thème beaucoup plus directement politique que les semaines passées, beaucoup plus directement militant également, parce qu'on ne va pas parler de théorie ce soir. Je reçois au micro un avocat, maître Apreval. Bonsoir. Bonsoir. Et également Adrien Charvet, que vous avez déjà entendu à ce micro quand il s'agit d'aspects plus militants. On avait fait Descendre dans la rue, on avait fait un atelier pochoir lors de cette émission autour d'Adrien. Et puis on avait parlé aussi diverses fois des aspects plus ou moins heureux de la vie militante. Donc c'est à ce titre aussi qu'il nous rejoint autour de ce micro pour parler ce soir d'un sujet important pour les militants. On aura d'ailleurs un exemple un petit peu, un cas d'école tout à l'heure. Nous allons parler de la garde à vue. La garde à vue, d'abord, est-ce qu'on peut en donner une brève définition, maître? Je sais, parce que vous êtes entre autres mon avocat, que vous avez l'habitude de dire la garde à vue, c'est une mesure d'enquête. Absolument. Alors, mais avant de répondre à votre question immédiatement, je suis déjà intervenu à cette antenne, alors simplement sous le nom d'Apreval. Vous me qualifiez ce soir de maître Apreval, parce qu'effectivement, j'exerce à côté de mes activités militantes la profession d'avocat que j'ai embrassée à la demande quasiment de mes amis militants, parce qu'on a toujours besoin d'un avocat auprès de soi, notamment lors de ces mesures de garde à vue. Alors la garde à vue, oui, c'est une mesure d'enquête, c'est une mesure coercitive et c'est une mesure essentiellement de police, une mesure préparatoire. Garde à vue, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la police garde auprès d'elle, de manière encore une fois coercitive, c'est-à-dire par la contrainte, par la force, quelqu'un pour la mettre à sa disposition pour une durée alors, de 24, 48 ou 96 heures selon les cas, afin d'apporter de l'eau à son moulin. Alors c'est ça qu'on va voir essentiellement ce soir. On va voir d'abord les aspects techniques, mais que la garde à vue est une mesure préliminaire. Ce n'est pas un jugement, on n'est pas dans un procès, dans une garde à vue, on est dans une mesure d'enquête. Donc c'est là où la police va vous tirer les vers du nez pour savoir ce que vous savez, et ensuite pour vous faire accuser, et ensuite pour vous faire condamner. Ou, et c'est peut-être là le plus important, pour faire accuser vos camarades ou pour faire condamner vos camarades. C'est ça la leçon primordiale à retenir de la garde à vue, et qui découle d'ailleurs de sa propre définition. La garde à vue, mesure d'enquête coercitive. Oui, alors avant la garde à vue, il y a on va dire la rencontre avec la police. Qui peut vous mettre en garde à vue et surtout pour quel motif peut-on être mis en garde à vue? Alors oui, reprenons un petit peu ce qui peut arriver à tout un chacun dans la rue et plus particulièrement aux militants politiques. Les forces de police ont plusieurs compétences. Elles peuvent par exemple vous contrôler. Elles peuvent opérer auprès de vous un contrôle d'identité. C'est tout à fait leur droit. Alors il faut distinguer deux types de contrôle d'identité. On a le contrôle dit de police administrative ou les forces de police. Alors je le précise pour ceux qui seraient juristes ou moins juristes. C'est toujours la même police qui a soit des fonctions de police administrative ou des fonctions de police judiciaire. La police administrative, c'est la police de voirie, par exemple. Vous mettre des PV pour un excès de vitesse, c'est un acte de police administrative. La police administrative, c'est constater un défaut sur un permis de construire, une construction, par exemple, qui ne répond pas au canon du permis de construire. Ça va être constaté par un agent de police, mais qui est le même agent que celui de la police judiciaire. Dans l'absolu, un agent de la BAC, la brigade anticriminalité, ça n'arrive jamais en pratique, mais dans l'absolu, pourrait aller constater un défaut sur un permis de construire. Sur une construction n'étant pas conforme au permis de construire. Alors, pourquoi parler de police administrative ? Parce que vous avez des contrôles qui sont liés à des contrôles de police administrative. Le préfet, l'autorité de police, peut décider, bien, nous allons, pour des raisons administratives, contrôler telle zone pour telle raison. Et les forces de police seront mobilisées, et là, vous allez être contrôlés, et vous n'aurez rien à dire parce que ça a été décidé de manière administrative que tel endroit du territoire sera contrôlé pendant tant de temps par tant d'agents de police. C'est particulièrement le cas dans le cadre de l'état d'urgence ou même avant du plan Vigipirate écarlate. C'est typiquement le cas, on va contrôler une gare par exemple pendant 24 heures
et on va faire des contrôles systématiques, etc. Mettons ça de côté, parce qu'après, le régime du contrôle est le même que lors du contrôle de police judiciaire, qui lui peut intervenir à tout moment. C'est-à-dire c'est un contrôle, d'aucuns diront au faciès, non, c'est un contrôle d'opportunité qui est à la liberté des forces de police, mais qui ne peut pas être fait par n'importe qui. Il doit être fait par un agent de police judiciaire sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. Alors l'officier de police judiciaire n'est pas nécessairement présent. En revanche, il doit lui en être référé de ce contrôle dans les 30 minutes, donc dans la demi-heure. Et si dans la demi-heure, l'officier de police judiciaire n'est pas présent, les forces de police doivent vous relâcher. Par ailleurs, vous pouvez justifier de votre identité par tout moyen. Je rappelle encore une fois qu'on n'a pas l'obligation en France de se déplacer avec ces ces justificatifs d'identité, notamment la carte nationale d'identité ou son passeport sur soi, sauf les étrangers. Les étrangers doivent avoir leur titre de séjour. Mais vous voyez bien le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on distingue assez mal physiquement le français de l'étranger. Voilà. En gros, vous devez pouvoir justifier de votre identité. On a là un flou, mais ces textes ont été pris sous l'empire d'une France, disons, plus homogène. Quand vous dites par tout moyen, c'est-à-dire par une simple déclaration orale de votre part, est-ce que vous pouvez considérer que vous avez communiqué votre identité ? Non. Vous devez pouvoir justifier, donc avoir un justificatif. Ça peut être une lettre ? Ça peut être une lettre. Alors, ce que nous recommandons, en tout cas nous, aux militants, dans le cadre d'une action politique, militante et revendiquée, c'est évidemment d'avoir toujours ses papiers sur soi. Ses papiers officiels, sa carte d'identité à jour, etc. Pour pouvoir dire à l'agent de police, monsieur l'agent de police, voilà ma pièce d'identité officielle, j'ai justifié de mon identité, vous devez maintenant me relâcher. Sachant que on peut donc vous garder une demi-heure sur place pour avant la venue d'un officier de police judiciaire, et qu'ensuite, si l'officier de police judiciaire le décide, on peut vous garder de mémoire, je n'ai pas pris mon code de procédure pénale, mais je crois 4 heures au poste pour justifier de votre identité. Au-delà de ces 4 heures, vous devez impérativement être libéré ou, et ça va être l'essentiel de l'intervention de ce soir, placé en garde à vue. Alors avant ça, j'avais une question pour poursuivre. Vous avez dit contrôle au faciès ou contrôle d'opportunité à l'initiative d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire sous ses ordres. Est-ce qu'il n'y a pas, comme dans les pays anglo-saxons, nécessité qu'il y ait, comme ils disent, a just cause ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà suspicion d'une infraction ou éventualité d'une infraction à commettre ? Normalement, oui. Juridiquement, oui. Dans les faits, vous avez la justification juridique qui va permettre par la suite de faire tomber une affaire, c'est-à-dire le manque de motivation d'un contrôle d'identité ou le manque de motivation d'une arrestation ou d'un placement en garde à vue peut faire tomber la mesure. Et ensuite, en cascade, alors je vais m'expliquer parce que c'est un principe important pour nos auditeurs à connaître en droit pénal français, c'est que lorsqu'une mesure de police, une mesure est nulle, et que c'est dans le cadre de cette mesure qu'on a découvert un élément, cet élément est nul pour la suite. Et si le reste de la procédure dépend de l'élément qui a été découvert lors de cette mesure, le reste de la procédure tombe. Donc c'est l'un des axes favoris des avocats, c'est de s'appuyer sur les nullités de mesures préliminaires, des premières mesures de toute une affaire, qui ont permis de dévoiler certains éléments qui, sans lesquels, la procédure complète n'aurait jamais vu le jour. Donc, ayez toujours ça en tête quand vous êtes en rapport avec les forces de police, c'est-à-dire, ne vous amusez pas, comme ça m'est arrivé quelquefois, à dire « Non, vous êtes, monsieur l'agent, dans l'illégalité la plus totale ». Au contraire, jouez le jeu, mais en revanche, le moment venu, c'est-à-dire lors de l'audience, du procès verbal, etc., soulignez les contradictions et les infractions de la police à ses obligations et à ses obligations légales. Vous aurez une chance, là, de voir tomber les premières mesures. Typiquement, ne signalez pas à l'officier de police judiciaire les nullités que vous avez constatées vous-même lors de votre interrogatoire. Par exemple, s'il y a des délais trop longs
avec de la visite médicale, si vous avez omis de signer un papier ou s'ils ont mal noté ou mal fait telle ou telle action d'enquête ou en tout cas de choses qui ont trait à la garde à vue, ne le signalez pas comme ça m'est arrivé parce qu'en fait c'est corrigé dans la minute et évidemment cela enlève des arguments à votre avocat dans le cadre de la plaidoirie des nullités en début d'affaire. Absolument. Alors là, on arrive au cœur du sujet. Peut-être peut-on clore sur le contrôle d'identité, et je crois que le camarade Charvet a un mot à dire là-dessus. Voilà, donc en action, et selon ce que vous disent vos responsables, ayez vos papiers et pas d'armes. Répondez à un contrôle, toujours poliment, ne tombez pas dans la provocation, c'est ce que la police attend. Et on voit aussi beaucoup de petits blancs dans les tribunaux qui sont là pour rébellion envers les forces de l'ordre, alors qu'il y avait à l'origine simplement un contrôle routier. Parce qu'évidemment, la population est excédée, elle ne demande qu'à se lâcher lors de ces contrôles. Ne le faites pas, ne donnez surtout pas d'armes à l'adversaire. L'adversaire, c'est la police, évidemment. Donc voilà, sur le contrôle d'identité, vous pouvez en justifier. Si au bout d'une demi-heure, on ne vous a pas, l'officier de police judiciaire n'est pas là, vous pouvez partir. Ou dans ce cas, vous demandez à être placé en garde à vue. Et on viendra à garde à vue ensuite. Juste sur le contrôle d'identité, pour ma part, je n'ai jamais eu le souci d'être confronté à la garde à vue. J'ai toujours fait une simple visite au commissariat. Et l'argument des 4 heures du commissaire peut parfois être un argument. C'est-à-dire que moi, il m'a déjà été objecté en me disant, de toute façon, t'es un petit con. Pour l'instant, on a 4 heures pour te garder au chaud. Personne ne sait que t'existes. Donc, on a 4 heures pour faire n'importe quoi avec toi. Pour nous amuser comme on veut. Ils m'ont sorti le bélier pour dire qu'ils allaient à 6 heures du matin enfoncer la porte d'un de mes camarades. Ils ont sorti le bottin en me disant vas-y, on va te mettre des petits coups de bottin, ça laisse pas de traces. Ils ont prévenu tout de suite en disant de toute façon, légalement, tu n'existes pas. Donc on peut faire strictement ce qu'on veut avec toi. Évidemment, c'est pas tout à fait exact. En tout cas, derrière, ça peut être en tout cas très problématique. Oui, alors vous faites bien de le rappeler. Encore une fois, lors de ce genre de mesures, une fois que vous avez justifié de votre identité, exigez, si l'on vous conserve dans les locaux, d'être placé en garde à vue. De toute façon, vous serez considéré comme ayant été mis en garde à vue dès la première minute de toute action coercitive à votre égard. Mais exigez-le, parce que la garde à vue est une mesure qui vous ouvre des droits. Et effectivement, le délai dans lequel on peut chercher à justifier de votre identité est un délai où vous n'êtes pas encadré par des droits particuliers. Alors maintenant, on va dire, on a été mis en garde à vue. Est-ce qu'il n'y a pas obligation de nous signifier immédiatement le motif, le chef d'inculpation pour lequel on est mis en garde à vue ? Alors, la loi a changé récemment. On doit immédiatement, si votre état le permet. Souvent, cela arrive. Par exemple, vous pouvez avoir bu 2 verres de vin ou 3. Et on va considérer que vous êtes en état d'ébriété et donc vous placez en cellule de dégrisement avant de vous placer en garde à vue. Là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut jouer le jeu, c'est long, mais ça, on en parlera un petit peu après de la longueur, de comment passer le temps. Si vous êtes en mesure d'entendre, normalement, on doit vous signifier, sauf circonstances exceptionnelles, mais qui sont assez rares, encore qu'on les a vues pendant la manif pour tous, où les effectifs de police n'étaient pas suffisants pour donner leurs droits à chacun des gardés à vue, alors qu'il y avait des centaines de manifestants qui étaient parqués comme du bétail, et que leurs droits ne leur ont pas été signifiés. On est beaucoup plus diligent, me semble-t-il, pour les envahisseurs clandestins de Calais. Donc immédiatement, ce qu'on doit vous faire, c'est vous donnez vos droits, déjà prendre votre identité. Alors là, vous la donnez, il n'y a aucun problème, donnez votre identité complète, sauf si vous êtes en clandestinité, mais pour le moment, ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Donnez votre identité complète et votre domicile. Point. Point, point, point. On va se répéter plusieurs fois. Identité complète, domicile, profession éventuellement. Idéalement, c'est fini. Vous ne dites plus rien. Normalement, à ce moment-là, on a tout fini. Après, c'était une très bonne émission, merci. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des ressorts psychologiques qui sont très, très complexes et pas faciles à faire.
mais on va y revenir plus loin. Alors, immédiatement, la police doit, l'officier de police judiciaire, parce que vous êtes sous son contrôle, doit vous signifier lui-même ou par le biais d'un de ses agents vos droits. Vos droits, quels sont-ils ? 1. De voir immédiatement, enfin dans les délais les plus brefs, dit le texte, un avocat. L'avocat doit être prévenu dans les plus brefs délais. Appelez un avocat, demandez à prévenir un avocat ami. De toute façon, rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas la police qui appelle les avocats. La police prévient l'ordre des avocats et c'est l'ordre des avocats qui appelle l'avocat. Donc, qu'ils ne vous disent pas, non, on n'a pas son numéro, même si vous ne connaissez pas le numéro, vous connaissez juste le nom, vous prévenez. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'avocat, lui, n'a absolument pas le droit de communiquer la connaissance du fait que l'un de ses clients est en garde à vue. Il n'en a pas le droit, mais il en a la connaissance. Déjà, c'est rassurant. Bon, et puis, au détour d'une phrase malencontreuse, on peut faire comprendre que... Et de toute façon, même si votre avocat n'est pas disponible, il le dira à l'ordre, et l'ordre vous enverra un commis d'office. Un commis d'office pour une garde à vue, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Alors, vos droits, le premier, c'est de voir un avocat. Évidemment, vous acceptez de voir un avocat. La police va vous dire, si vous voyez un avocat, ça va prendre plus de temps. Non. Déjà, ce n'est pas la police qui décide, c'est le procureur de la République. Si le procureur décide, c'est fin de la mesure de garde à vue, c'est fin de la mesure de garde à vue. Si le procureur ne veut pas de fin de mesure de garde à vue, il n'y a pas de fin de mesure de garde à vue. La police n'est pas décisionnaire dans cet ordre-là. Et surtout, c'est un attrape-nigo. C'est un attrape-couillon. Je pèse mes mots. Si c'est une technique vieille comme le monde, enfin vieille comme la police, si vous ne voyez pas votre avocat, vous allez sortir plus vite. Écoutez, chers amis, chers camarades, passez 2 heures de plus en garde à vue, mais voyez votre avocat. C'est indispensable, surtout si vous êtes là pour des raisons politiques. Donc votre premier droit, c'est de voir un avocat. Votre deuxième droit, c'est de voir un médecin. Vous acceptez. Déjà, vous avez pu être dans une manif, vous avez pu vous faire mal. Le médecin va constater si votre état est compatible avec une garde à vue. En plus, vous allez voir quelqu'un. Vous allez peut-être rester là 24 heures, 48 heures, peut-être même si on vous inculpe de terrorisme, 96 heures. 96 heures, c'est 4 jours non-stop, sans voir personne, sans téléphone, sans clope si vous êtes fumeur, sans boire un coup si vous êtes alcoolique. Ça risque d'être très long. Donc, ne vous privez pas du droit que vous avez de voir quelqu'un. Et surtout, déjà, vous allez papoter avec le médecin. Le médecin, a priori, n'est pas hostile envers vous. L'avocat n'est pas hostile. Ça vous fera une pause avec les flics qui sont hostiles ou vos compagnons de cellule qui sont souvent de charmants camarades des chances pour la France, qui nous enrichissent au quotidien. Non, mais vraiment... Quand c'est pas les travestis. Exactement. Non, mais les travestis, à la limite, ça va. Mais quand vous êtes dans une cellule qui pue l'urine avec vos amis chance, vous serez content de voir un médecin. Et vous serez content de voir un avocat. Donc c'est important, ne serait-ce que pour le moral. Mais le moral, c'est vraiment important parce que la mesure de garde à vue, on le verra, est une mesure d'épuisement psychologique. Voyez le médecin aussi parce que on constatera votre état en entrée de la mesure de garde à vue. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, mais ça peut arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui a envie de faire du zèle et de vous mettre des coups de bottin, voire des coups de pas de bottin. Donc c'est mieux de voir comment vous étiez en rentrant. Parce qu'ils ne pourront pas vous sortir plus amoché que quand vous êtes rentré. Or, s'il n'y a aucune preuve de l'état dans lequel vous étiez en rentrant, ça peut être problématique pour vous. Donc vous voyez le médecin. Vous avez droit à un interprète, mais bon, a priori, vous savez parler le français si vous écoutez notre émission. Vous avez le droit à un coup de fil à un ami, enfin non pas un ami, mais à la famille. Alors on n'est pas aux États-Unis, donc on ne vous donne pas une pièce pour passer un coup de téléphone. Vous pouvez faire prévenir quelqu'un de votre famille, notamment votre épouse, si vous êtes marié, ou enfin qui vous voulez, votre maman. C'est jamais marrant d'être en garde à vue. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Au moins pour ne pas inquiéter votre famille et pour donner des nouvelles. Pensez à vos camarades, pensez à ceux qui sont dehors aussi, parce que vous êtes dans une situation préoccupante, mais vos camarades pensent à vous. Parce que nous ne sommes pas de complets individualistes. Et parfois, les camarades ne savent pas que vous êtes tombé en garde à vue. Évidemment. À titre personnel, et ça arrivait à certains d'entre nous,
notamment pour chercher certaines personnes ici présentes, nous avons déjà fait le tour des commissariats pour savoir si notre camarade n'était pas tout simplement mort au fond d'un fleuve, dans une morgue, ou s'il avait été attrapé par la police. Est-ce que la police a l'obligation de vous informer de la présence d'un prévenu dans ces locaux, dans la garde à vue? Absolument pas. Absolument pas, d'où la nécessité, quand vous êtes sujet à une mesure de garde à vue, de faire prévenir. Donc, prévenez votre avocat, prévenez votre famille si vous pouvez le faire. Vous avez également le droit de faire prévenir votre employeur. Alors ça, c'est évidemment selon votre situation. Si votre employeur, c'est un copain, prévenez-le. Pareil, moi je vous conseillerais, si vous êtes en semaine, de le prévenir. Il vaut mieux prévenir et aller voir franchement votre patron en disant « Voilà, j'étais à la manif pour tous hier, ou il y a eu un problème. » Mais après, bon, ça, disons que c'est vraiment à votre appréciation personnelle. Mais en tout cas, on doit vous faire mention de ce droit. Voilà pour les droits essentiels. L'autre droit qui est absolument essentiel, c'est que vous avez le droit, comme on dit aux États-Unis, de garder le silence. En revanche, la police n'a pas obligation de vous rappeler ce droit. Alors, ils vont vous le rappeler au moment des auditions, c'est-à-dire vous avez le droit de ne pas répondre, etc., mais au moment des auditions, voilà, c'est moins solennel. Mais vous avez le droit de garder le silence. Et, je le répète, vous avez le droit de garder le silence. C'est la loi qui le dit. Pour l'instant, la loi dispose que vous avez le droit de garder le silence. Donc, référez-vous à la loi et s'il vous plaît, dites « La loi me donne le droit de conserver le silence, conservez le silence. » Je reviens à une chose, vous demandiez tout à l'heure si on devait être au courant de l'inculpation. Alors ça a changé, la loi sur la garde à vue a changé, plutôt dans le bon sens pour les garder à vue. À l'origine, on ne savait pas. La mesure, normalement, n'est applicable que pour les crimes et délits dont la peine est supérieure à plus d'1 an de prison. La garde à vue. La garde à vue. Donc, on ne devrait... Enfin, les crimes et délits supposés, soupçonnés, évidemment. Oui. C'est-à-dire, si on vous soupçonne d'avoir mal garé votre voiture, on ne peut pas vous mettre en garde à vue, par exemple. Enfin, c'est une contravention. Même une injure, par exemple, une injure publique, ce n'est pas un délit qui ouvre à plus d'1 an de prison. Normalement, on ne peut pas vous mettre en garde à vue. Pour avoir dit sale con dans un bar... Même s'il s'agit d'une injure avec circonstances aggravantes du fait des lois scélérates, Guesso, Fabius, Plenel. Voilà, circonstances aggravantes, loi scélérate, garde à vue. Mais, grosso modo, vous dites sale con dans un bar, normalement, pas de garde à vue. Mais bon, ça, encore une fois, ça se réglera plus tard. Encore une fois, c'est là où on voit que la garde à vue, c'est une mesure d'enquête. C'est-à-dire que, sur le coup, on peut tout dire. Le flic peut dire, oui, mais... voilà, je pensais que c'était tel type d'infraction. De toute façon, c'est pas ça qui vous fera sortir sur le moment. Donc, encore une fois, comprenez bien que le temps que vous allez passer, d'ailleurs, j'en profite pour le dire maintenant, la durée de la garde à vue, parce que c'est très important d'avoir la durée en tête. La durée de la garde à vue normale, c'est prévu, c'est 24 heures maximum. C'est-à-dire que vous pouvez sortir au bout d'1 heure, 2 heures, une demi-heure, etc. Sachant que la mesure commence théoriquement à la première mesure coercitive, c'est-à-dire on vous prive de liberté, c'est-à-dire par exemple au contrôle d'identité, c'est-à-dire on met fin à votre liberté d'aller et venir, on vous arrête, pas forcément avec les menottes, mais on vous dit vous restez là, cher monsieur, pour qu'on contrôle votre identité. La garde à vue va commencer à ce moment-là si ensuite on vous a mis en garde à vue. Elle est reconductible sur avis du procureur de la République pour 24 heures, sachant que les droits que vous aviez en début de garde à vue se répètent en début de renouvellement. Le droit de voir un médecin, le droit de revoir votre avocat, etc., etc. Le droit de passer un coup de téléphone, etc. Le problème maintenant, c'est que les mesures, il y a un régime d'exception de la garde à vue pour le terrorisme qui étend potentiellement la mesure jusqu'à 96 heures en cas d'infraction liée au terrorisme. Le problème étant que, comme je l'ai dit en début d'émission et comme vous l'avez rappelé, Monsieur K, c'est une mesure d'enquête. Donc évidemment, vous n'êtes pas condamné pour action de terrorisme quand vous êtes en garde à vue pour action de terrorisme. On vous soupçonne d'action de terrorisme. Or, qui vous soupçonne ?
c'est monsieur le procureur de la République. Or, monsieur le procureur de la République, qui est-il ? C'est l'exécutant des bases œuvres du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice, c'est donc le gouvernement. Oui, il y a quelque temps, c'était encore Madame Taubira. Voilà. Donc, si par hasard le gouvernement ne vous aime pas, vous a dans le pif parce que vous avez fait une action politique, il pourra très bien considérer, mais d'ailleurs pensez à nos amis identitaires qui parfois ont été accusés de terrorisme, je ne sais pas, pour jet de lardon, enfin, attaque à base de lardon, quoi. Terrorisme. Enfin, je veux dire, vous avez les types qui écrasent 80 personnes à coups de camion, il y en a qui jettent des lardons, mais c'est mis sur le même plan, quoi. Donc si on veut dire, mais c'est peut-être du terrorisme ou de la complicité de terrorisme, il y a aussi, il y a terrorisme, il y a aussi grand banditisme, mais a priori ça nous concerne moins. Le terrorisme c'est tellement plus facile. 96 heures ça peut être. Donc là, faut être sacrément accroché. Hein. Voilà, faut pas être fumeur. Hein. Oui, vous avez un autre droit, vous avez le droit à être nourri en garde à vue, alors pas à l'heure que vous voulez, et pas forcément... ce que vous voulez. Mais... On va en parler juste après la pause musicale. On va parler du régime alimentaire en garde à vue. Un dernier mot, maître Apreval. Ne dites rien. Pour avancer. Tu as décidé de tout renier et d'arbitrer afin de mieux servir leurs intérêts. Pour être bon. Tu feras tomber des innocents sur ordre de réseaux affluents. Tu enverras de jeunes militants derrière les cris de l'isolement. Tu as trahi tes camarades, tes idéaux, par peur de finir au cachot. Les trouillards et ordures de ton espèce ne méritent que la corde pour maîtresse. Ne méritent que la corde pour maîtresse. Chop. Donc après ce morceau du groupe Insurrection, nous avons été rejoints par notre camarade chinois pour cette deuxième partie de l'émission. Bonsoir. On en était donc au régime alimentaire de la garde à vue. Alors là, je vais quand même en dire un mot parce que j'ai eu malheureusement à y tâter un petit peu. Bon, je vous dis tout de suite, la bouffe est dégueulasse. Hein. Faut pas y compter. Alors le petit déjeuner se résume à des galettes, des espèces des petits beurres bretons microscopiques. Hein, c'est le format CM2 et une petite brique de jus d'orange pour enfants. Là aussi taille 25 centilitres. Hein, donc c'est même pas une canette, c'est même pas l'équivalent d'une canette. C'est vraiment l'équivalent d'un fond de verre de jus d'orange.
Ça, il faut tenir avec ça jusqu'à vers 13h, 14h, 15h parfois quand ils ont décidé de vous réalimenter. Et là, vous avez droit, donc il y a une barquette, là aussi, petite portion de pâtes au pesto, mais vraiment à dégueuler. Faut dire, à la longue, on s'y fait, hein. Quand on en a fait 4-5, après, on salive presque lorsque le repas arrive parce qu'on sait que ça va être très très long. Mais la première fois, c'est super dur et ça casse le moral, hein. C'est fait pour ça, hein. Faut pas rêver. Et puis alors, dernière chose, parfois ça peut être un sandwich. Quand les mecs ont trop la flemme de faire chauffer une barquette, voilà. Alors la grosse difficulté en dehors des repas, je dirais, c'est quand même les besoins naturels. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous êtes dans une cellule où il y a une cuvette qui reçoit donc le solide et le liquide. Je vous dis pas l'odeur, hein. Les canalisations refoulent terriblement. Ou alors deuxième option, et on ne sait pas trop si c'est mieux ou pire, les toilettes sont dans le couloir. Donc là, il faut qu'une gardienne viennent vous chercher, vous conduisent, vous regardent la quéquette pendant que vous pissez. Enfin, c'est extrêmement humiliant. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout, mais c'est quand même, avant tout ça, avant la cellule, c'est quand même la fouille, Maître Apraval. Alors, oui, deux choses. Sur l'alimentation, certes, c'est dégueulasse, c'est fait exprès, et on y reviendra vraiment dans 5 minutes parce que l'émission va beaucoup plus vite que prévu. Mais mangez. Déjà, ça passe le temps. Ah oui. Et vous ne savez pas si vous allez rester 48 heures ou pas. Vous avez besoin de votre énergie. Votre cerveau a besoin d'être nourri. Votre corps aussi. Voilà, donc mangez. Voilà, prenez votre ration et c'est votre devoir de militant. Ne vous laissez pas crever. Ne faites pas un truc. Moi, je suis au-dessus de ça. J'ai pas besoin. Si votre corps en a besoin. Et si votre corps commence à défaillir, votre esprit va défaillir encore plus vite. Donc, comme votre objectif, c'est de tenir, parce que, encore une fois, c'est une mesure psychologique, c'est une mesure d'humiliation. Effectivement, on en arrive à la fouille. Ils ont le droit absolument de vous fouiller intégralement, y compris dans les fesses par le truchement d'un médecin, s'il y a besoin, de prendre vos empreintes. On n'en a pas parlé, on va le faire rapidement, parce que, grosso modo, la loi vous impose de donner vos empreintes digitales et ADN sous peine de prison. Il me semble que c'est 2 ans pour refus de communiquer son ADN. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure quand on abordera le cas de notre camarade Nicolas Bernard-Bus. Mais voilà. À la limite, peu importe la peine, encore une fois, j'aurais dû venir avec mon code de procédure pénale. Non, mais il vous menace. Hein. Juste la chose, Voilà, c'est que... il vous menace. Sachez que cette menace est très sérieuse. On a des camarades qui ont pris pour ça. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, ils vous connaissent, ils savent ce que vous faites. Encore une fois, le plus important, c'est de ne pas balancer sur vous-même et sur vos camarades. Et de tenir le temps de la mesure. Là, on peut refuser l'ADN. Alors, le piano, c'est plus compliqué. Hein. Vous passerez au piano, donc là, c'est les empreintes digitales physiques, on va dire. Hein. L'empreinte ADN, on peut la refuser, à mon avis, sous un prétexte de conviction religieuse. Et je crois qu'il faut prendre cet argument assez au sérieux, parce que d'abord, la Convention européenne des droits de l'homme est très raide sur ce sujet. Il faut opposer le fait que cette pratique de perception de votre ADN vous ferait rentrer dans une grande méga machine et que partant, c'est contraire à vos convictions religieuses. Et quelque part, c'est pas entièrement faux pour ceux qui sont chrétiens, vous le savez. Ce don d'ADN correspond à peu près, en fait, pour ceux qui connaissent un peu, au chapitre, je crois que c'est le chapitre 27 de l'Apocalypse de Jean sur le chiffre de la bête. Quitte à se faire passer même pour un témoin de Jéhovah. Et c'est encore plus pris en compte aujourd'hui. Cela étant dit, ils ont le droit de récupérer votre ADN sur vos mégots de cigarettes, sur vos déjections, voilà. On pourra dire un mot d'ailleurs de la cigarette pour ceux d'entre vous qui sont fumeurs. C'est un vrai problème. D'ailleurs, je vous incite à ne plus fumer, ne serait-ce que pour ça. Non, je dis ça pas par animosité envers les fumeurs, au contraire. Moi, je suis fumeur dans l'âme. Dans ce genre de mesure, c'est une vraie dépendance et la police peut en jouer. Faut dire que très souvent, même alors plutôt dans des affaires de droit commun, dans des affaires criminelles, mais la négociation de la cigarette contre aveu, c'est quand même une pratique courante. Et puis la cigarette peut être aussi l'occasion d'autre chose, d'un autre épisode, c'est le flic en gros vous emmène dehors ou sur un patio, ou alors il ouvre la fenêtre et il dit bon là on va faire une pause dans les auditions, et puis on discute entre 2 auditions on va dire, et en fait il vous fait croire que vous n'êtes plus en audition et que tout ce que vous allez dire maintenant finalement c'est off the record, c'est off, et en fait en réalité c'est encore une mesure d'enquête, Maître Apraval. Absolument. La police, c'est toujours la police. La police ou la gendarmerie, hein, d'ailleurs, parce que les gendarmes sont encore plus forts que les flics pour ce genre de choses. Moi-même, j'ai fait des gardes à vue avec des gendarmes.
Ils sont très très bons. Ils sont très très bons pour faire ça. Ils passent l'enregistrement très professionnel, l'audition très professionnelle, à la pause clope dehors, on discute, sympathique, sans menottes. D'un coup, on se détend et on se lâche. C'est très impressionnant. Deux choses. Sur le déroulement, parce qu'il faut vraiment qu'on revienne maintenant au déroulement. Donc, vous allez avoir une première audition avec la police. Donc, on va vous demander nom, profession, domicile, etc. Là, vous pouvez répondre. Maintenant, et ça c'est nouveau, c'est nouveau, ça a quelques années, à toutes les autres auditions, vous avez le droit à la présence de votre avocat. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous demandiez votre avocat, et vous ne parlez plus jamais sans votre avocat. D'ailleurs, vous ne parlez plus jamais. Avocat qui, encore une fois, on le répète, on l'a dit avant la pause, peut être un avocat commis d'office, ce qui suffit pour la garde à vue. Ce qui suffit amplement. Toutes les mesures, c'est-à-dire vos auditions, les confrontations, toutes les mesures d'enquête, à chaque fois que vous serez interrogé maintenant, dorénavant, vous devrez être avec votre avocat. Vous ne pouvez plus être interrogé hors de sa présence si vous en avez fait la demande. Donc demandez-le. Et surtout, ça empêche la police de vous mettre la pression physique, parce que vous avez une tierce personne en la présence de votre avocat qui est là, qui va déjà constater que vous n'êtes pas maltraité, qu'on ne vous brutalise pas. Généralement, l'avocat ne dit rien, hein, mais simplement va rappeler à son client, voilà, là vous avez le droit de vous taire, ou je vous rappelle que vous avez le droit de vous taire, ou monsieur l'agent, soyez plus correct dans la manière dont vous me posez les questions. Ne serait-ce que ça, et d'avoir quelqu'un, c'est une énorme chance, donc prenez-la. Je vous rappelle encore une fois, taisez-vous. On va venir à l'aspect psychologique de la garde à vue. C'est une mesure très longue. 24 heures, c'est long. La police va vous dire, vous allez partir plus tôt si vous parlez. On va aller perquisitionner chez vous si vous ne parlez pas. Et ils le feront. Mais de toute façon, ils le feront. Et ils vont vous emmener chez vous avec des menottes devant votre femme, vos enfants, etc. pour vous faire plier. Vous ne devez rien dire. Et vous devez prévenir votre avocat et votre femme que vous êtes en garde à vue. Votre femme, c'est peut-être ce qu'il faut enlever de chez vous si jamais il y a une perquisition. Charvet. Juste une petite remarque sur la police. Il y a la règle qui est assez connue des militants, qui est la règle des 3 flics. Vous avez le gentil, le méchant et celui qui ferme sa gueule. Vous avez le méchant flic qui va vous menacer à coups de bottin, qui va vous dire parle, sinon je vais te casser ta bouche. Ou qui va te dire parle, sinon j'enfonce ta porte demain matin et je te ramène ta bonne femme pieds et poings liés. Et t'inquiète pas, si toi tu veux pas parler, elle va parler. Vous avez aussi le gentil flic qui va vous dire mais attends mon petit gars, moi je suis complètement d'accord avec toi, t'es une victime politique, t'es un prisonnier politique mon gars. Il m'est arrivé en simple visite au commissariat d'avoir un mec qui m'a parlé posément, alors j'étais militant de l'Action française, de Coubertin, de Pierre Pugeot. Et alors Pierre Pugeot, comment il va? Et Renouvin, toujours bien? Le mec, il était ultra branché sur les milieux Roico. Alors, est-ce qu'il avait potassé sur Internet avant de me passer à la question? J'en sais rien. N'empêche que le mec était super gentil. Et puis évidemment, il y a le mec qui ferme sa gueule. Et évidemment, l'objectif, c'est que l'un des trois vous fasse craquer et que de toute façon, quel que soit lequel vous fait craquer, l'objectif, c'est de vous faire parler. Alors, l'objectif, c'est de vous faire parler, mais retenez une chose, c'est que l'objectif n'est pas forcément de vous faire parler sur vous. Alors, je le répète, en droit français, vous avez le droit de ne pas parler, vous avez le droit de ne pas vous accuser, mais vous avez aussi le droit de ne pas accuser les autres. Vous ne pouvez pas jurer sur la Bible, on n'est pas aux États-Unis, voilà, vous avez le droit de ne pas parler. Souvent, on va prendre prétexte de pièces, d'éléments de dossier, de témoignages du mec d'à côté, etc. pour vous faire dire, et ça c'est un moment important, je vous prie d'écouter, ton copain il a dit ça, ou j'ai machin qui a dit ça. Déjà, le dossier vous ne l'avez pas. C'est certainement du mensonge. On essaye de vous monter les uns contre les autres. C'est une pratique commune. La police ment, c'est son boulot. La police désinforme, c'est son boulot. Son boulot, c'est de vous accuser vous et c'est d'accuser vos camarades. Donc, oui, dans l'éventualité où vous êtes plusieurs à tomber lors d'une mesure de garde à vue, par exemple, ou si vous êtes mis en garde à vue et qu'on convoque des camarades de vos connaissances, dans ce cas-là, ils vont vous isoler chacun dans une pièce et ils vont feindre les aveux dans la pièce voisine. Absolument, c'est totalement vrai. Je vais laisser le camarade Charvet parler de ça juste après.
Ce cas-là est vrai. C'est-à-dire, mais ça, généralement, vous le savez que vos copains, vos camarades ont été arrêtés à peu près en même temps que vous. Là, c'est plus facile. Mais n'oubliez pas que la police et la gendarmerie font en permanence un travail de renseignements généraux. En permanence. Je l'ai vu en garde à vue. C'est-à-dire qu'ils ouvrent vos téléphones, etc. Oui, par parenthèse, on peut vous demander d'ouvrir votre téléphone et de donner les numéros. Vous avez le droit de refuser. Donc refuser, évidemment. Avant d'être mis en garde à vue, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est éteindre son téléphone. On a le droit de le faire tant qu'on ne nous a pas signifié la garde à vue. Je crois que c'est la première chose à faire, c'est éteindre le téléphone. Et de préférence, s'il y a un mot de passe dessus, c'est mieux, parce que s'il suffit juste de le rallumer, là, on n'a rien fait. Mais il faut avoir un mot de passe ou un code de quelque nature qu'il soit sur votre téléphone. Et si vraiment la chose est absolument nécessaire, il faut manger la carte. Hein, s'il faut. Vous balancez la puce, vous balancez le téléphone. Je sais que ça coûte cher maintenant, mais écoutez, il vaut mieux payer 100 € de téléphone que prendre des mois de prison. Voilà, exactement. Il y a deux choses à dire. La première, c'est évidemment ne croyez pas en l'accident. Si le policier abandonne son bureau et laisse complaisamment le dossier ouvert avec un certain nombre d'éléments, ne croyez pas que c'est fait de manière absolument accidentelle et fortuite. Ce que vous voyez sur son bureau, c'est logiquement des choses qu'il veut délibérément que vous voyez. La deuxième chose, c'est que avant de manger votre téléphone, de manger votre puce, commencez déjà par avoir un téléphone relativement propre. Évitez d'avoir des fonds d'écran extrêmement suggestifs. Évitez d'avoir des répertoires extrêmement référencés avec un certain nombre de noms, prénoms, adresses, etc. N'hésitez pas, sans être complètement paranoïaque, à travailler par code, par analogie, par raccourci. Et n'hésitez pas non plus, même si évidemment on peut les retrouver avec une recherche assez poussée, à effacer des messages relativement compromettants, type rendez-vous avant des actions, type échange un petit peu audacieux, ou la prudence sur le téléphone, la prudence avant même d'être en garde à vue, est le premier élément pour se protéger au moment où l'on tombe. Effectivement, on est dans une situation où les policiers font du renseignement humain. Eux, ils ont l'habitude. Nous, on fait nos activités quand on a le temps. Eux, ils sont payés toute l'année, tous les jours, pour faire ce travail. Ils ont le temps de ça, ils s'en fichent. Le mois prochain, ils auront leur salaire et ils continueront à le faire. En fait, il faut surtout apprendre la modestie. Quand vous êtes là-bas, ne jouez pas les malins, ne soyez pas plus intelligent qu'eux. Il faut juste la mouler. Ne soyez pas le plus malin, soyez le plus modeste. Et aussi, comme disait Maître Apreval, ils font du renseignement et ils sont aidés pour ça. Ils ont les RG. La gendarmerie a aussi son propre service de renseignement RG. Donc tous ces éléments montrent que il faut juste la mouler, être soi-même sans être le malin de la bande. Alors si le flic rentre dans la pièce et dit voilà, ça y est, c'est bon, ton copain dans la pièce à côté, on a été le chercher, t'as été en garde à vue, on a la 30e heure de garde à vue, hein, ils ont été le chercher parce que son nom a été retrouvé je ne sais comment, il est dans la pièce d'à côté, ça y est, il a balancé, il t'a donné. Voilà, le flic dit ça, Maître Apreval, qu'est-ce qu'on doit faire ? On se rappelle que les gardes à vue est une mesure d'enquête. Vous n'êtes pas devant un juge. Vous n'êtes pas en train d'être condamné. Celui qui va vous condamner, éventuellement, ou celui qui va condamner votre pote, c'est le juge. Et le juge, qu'est-ce qu'il a sous les yeux ? Il a un dossier papier. Il a des écrits. Et les écrits sont constitués de quoi ? De vos déclarations et des déclarations du copain. Or, ces déclarations, on pourra peut-être les faire tomber par nullité. Or, ces déclarations, on va peut-être pouvoir montrer qu'elles sont fausses d'un côté, etc., etc., etc. Ce qu'on a dit sur vous au moment d'une garde à vue, d'une part, il y a de fortes chances que ça soit faux, parce que les flics mentent. D'autre part, ça tombera au procès. Et puis on peut toujours, l'autre que le copain, dans le cas éventuellement où il aurait parlé, peut toujours se rétracter. Il peut toujours se rétracter, il peut toujours être en contradiction, il est peut-être drogué, il est peut-être psychopathe, etc., etc. Ce que la police vous amène, ce qu'elle a sorti d'une garde à vue, ça ne vaut rien, ce ne sont que des mesures de police, ce ne sont que des mesures d'enquête. Judiciairement, ça ne vaut que ce que ça vaudra devant un jury. Tant que vous ne les confirmez pas. Exactement. Tant que vous n'avez pas confirmé que vous avez bien fait ça, en France, nous avons une culture de l'aveu. Une culture de l'aveu. Les plus grands tueurs en série ont été condamnés en France parce qu'ils ont avoué. J'écoutais une émission à la con l'autre jour parce que j'étais en voiture sur l'un des plus grands tueurs en série français. Il a avoué auprès d'un gendarme alors qu'ils déjeunaient ensemble au réfectoire. Et bien évidemment, le gendarme a noté. Et puis voilà, aveu.
aveu, il n'était pas en salle d'audience ou d'audition, ou il n'était pas à l'audience du tribunal, il était au réfectoire avec le gendarme. J'ai même entendu que parfois, ils mettaient des lumières douces, des bougies, de la musique pour qu'on se sente bien, et hop, les types lâchent. Ne dites rien, ils vous mentent. Ils vous mentent. 1. 2, même s'ils ne vous mentent pas, c'est une mesure d'enquête et on pourra revenir dessus. On pourra peut-être faire tomber par nullité et on pourra débattre. Ne vous accusez pas vous-même, n'accusez pas vos camarades, ne parlez de personne. Parce que même si vous n'avez rien à vous reprocher, même que votre camarade d'à côté n'a rien à vous reprocher, vous faites du renseignement politique. Parce qu'ils ont aussi une activité de RG, ils renseignent leur base. Moi j'étais en garde à vue il y a peu de temps, pas moi-même, mais pour assister à un client qui fait de la politique. Eh bien, que m'a dit le gendarme en face de moi ? Mais, maître, vous êtes ami avec votre client, vous téléphonez souvent ? Je fais, ah bon, mais d'où vous sortez ça ? Je vois ça sur mon écran. Mais évidemment, on ne répond pas à ça. On dit, écoutez, allez vous faire voir. Mais ça sort d'où ? C'est pas une mesure judiciaire, rien. Vous m'interrogez sur mes relations avec mon client ? La relation entre un avocat et un client, c'est sacré normalement. Vous voyez jusqu'où ils peuvent aller dans la perversion, mais c'est leur boulot. Le Chinois a raison, c'est leur boulot. Eux, ils ont le temps pour eux, ils ont l'administration pour eux, ils ont l'argent pour eux. Ne jouez pas au malin. Le nombre de fois où on a vu des gens qui se sont dit je vais inventer une histoire, ou je vais parler parce que, effectivement, c'est dur de ne pas parler. On a envie de parler. On a envie de raconter une histoire. On a envie d'inventer un bobard. Ou parce que nous, notre culture, c'est de dire la vérité. La culture française, la culture occidentale, c'est de dire la vérité. On se sent mal dans le mensonge. Ne mentez pas, ne dites rien. Moi, j'avais un élément à compléter sur, en effet, le mensonge, éviter les histoires. La deuxième chose, c'est que malgré tout, si d'aventure il vous arrivait de parler, parce qu'on est malgré tout humain et qu'au bout de 48 heures, 72 heures, qui peut prétendre qu'il n'aura pas une faiblesse ? Surtout, quand vous sortez, dites-le. Évitez au maximum de cacher votre boulette. Vous pouvez, on est tous faillibles, on est tous faibles, on peut tous tomber. Dites-le à vos camarades. J'ai merdé, j'ai dit ça. Plutôt que d'attendre que votre réseau complet de copains s'écroule parce que vous avez bavé devant les flics, parce que vous étiez à bout et que malgré tout, on est tous humains et on peut tomber. Ou parce qu'ils ont trouvé des choses chez vous, des photos, des autocollants, des écrits, des minutes de réunion. Absolument. Pour ceux qui militent depuis longtemps, on a tous, même si on essaie de faire du ménage régulièrement chez nous, des choses qui peuvent être relativement compromettantes. Eh bien, plutôt que de vous dire « je vais passer pour un con », dites-le à vos copains en disant « j'ai merdé ». Ils savent ça. Vous protégerez 1000 fois plus vos camarades qu'en essayant de faire le propre et le fier, et que finalement, 3 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, l'ensemble de votre réseau de camarades va s'écrouler parce que vous aurez bavé et que personne ne se sera protégé. Juste quelques points pour compléter. Premièrement, le commis d'office. Il faut sortir des séries télévisées américaines. Un commis d'office peut être un très bon avocat. Donc ne rechignez pas, si vous n'avez pas de contact, faites ça. Deuxième point, aussi, il faut revenir sur le comportement à avoir. Il faut toujours dire « je ne sais pas ». Mais quand le policier vous demande votre date de naissance ou votre nom ou votre prénom, là, c'est important parce que certains disent « je ne sais pas ». Non, là, il faut, c'est quand même aussi important de ne pas faire l'idiot quand même trop loin. Aussi, troisième élément, c'est que n'oubliez pas que comme il fait de l'information, vous êtes une source. Et donc, mettez-vous en tête que vous êtes une chose. Vous aimeriez être une chose ? Vous aimeriez être une prostituée ? Non. Alors, gardez en tête que ne soyez pas la source, ne soyez pas la chose. Tout simplement. Merci Chinois. Alors, il y a eu tout un mouvement, dès avant d'ailleurs la Manif pour tous, je renvoie nos auditeurs à l'émission qu'on a fait avec Javel sur le homard et le plug anal, où on a abordé les débuts de l'implication de cette génération militante qui était en fait des pantalons roses, des pantalons rouges et des jeunes filles à col relevé, sympathiques par ailleurs, mais qu'on n'avait pas beaucoup vu précédemment et qui n'avaient finalement aucune culture politique. Bon, c'était sympa de les voir arriver dès le théâtre de Castellucci et de Golgotha Picnic, mais enfin, il y avait cette espèce de culte
de la garde à vue qui s'est développée. On a même vu des blogs qui ont d'ailleurs contribué assez largement à la mobilisation et à la création de ce souvenir générationnel qu'aurait été la manif pour tous. Charvet, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce culte de la garde à vue chez le néo-militant? Moi, j'avoue que ça me fait pleurer, à la fois par la belle énergie qui a été gaspillée bêtement et par une fierté mal placée, et puis par cette espèce d'angélisme où les mecs se faisaient mettre les pains, se prenaient des coups de trique dans la gueule, le flic disait « Ah, je suis vraiment désolé, hein. Franchement, je suis comme toi ». Et les mecs se retrouvaient la gueule en sang et le sourire relève en disant « C'est bon, c'est un copain, la police est avec nous, franchement, il est trop désolé ». C'est pas parce qu'il vous fout des trucs dans la gueule en disant des coups de trick dans la gueule en disant je suis désolé mon petit gars, franchement je suis de tout cœur avec toi, qu'il est d'accord avec vous. C'était les mêmes qui disaient t'inquiète pas mon gars, exactement l'argument qu'on disait tout à l'heure, franchement prends pas la peine de prendre un avocat, ça ira tellement plus vite, si tu prends pas d'avocat tu sortiras beaucoup plus vite. Et j'ai eu des centaines de gens qui, malgré tout, après avoir passé des soirées rue de l'Évangile, continuaient à dire « Non, mais franchement, la police est des victimes, la police est avec nous, etc. etc. » C'est un jeu qu'ils ont joué. Quelles que soient leurs opinions, le salaire qui tombe à la fin du mois, c'est la même main qui vous fout des coups de trick sur la gueule et qui fait passer des lois infâmes à longueur d'année. Donc, c'était vraiment une énergie perdue pour rien et une fierté vraiment mal placée. Je le regrette vraiment parce que autant nous, on a toujours inculqué à nos camarades et à nos jeunes militants que justement, passer en garde à vue, quand tu passes en garde à vue, t'as perdu mon gars. T'as été suffisamment con pour te faire gauler par un flic et pour pas courir assez vite. Et on a cette espèce de contre-culture qui s'est créée complètement... victimaire un peu. Non mais victimaire c'est ça, c'est une espèce de breloque qu'on accrochait à son... Absolument, il y a cette espèce de rite de passage où on disait « Ah moi aussi j'en ai fait, moi aussi j'en ai fait ». Alors déjà t'en as fait mon gars, je veux pas être méchant mais la garde à vue habituellement on n'en fait pas juste parce qu'on a participé à une manifestation, on a quand même fait des trucs un peu plus chauds habituellement. Mais c'est surtout que, erreur, les mecs ils ont ton ADN. Ils ont, généralement, t'as un peu bavé sur les copains parce qu'évidemment, t'as dit pourquoi t'étais là. T'as essayé de faire le malin en essayant de convaincre les flics que leur combat était mauvais, donc t'en as profité pour donner un peu tes arguments, ton parcours politique, religieux, spirituel, temporel, scout, etc. Et en fait, t'as filé plein d'enseignements et les flics se sont régalés en agrandissant leur dossier. Qui n'était pas nécessairement à jour parce qu'avant 2013, il faut bien reconnaître qu'on n'était pas le milieu qui était le plus surveillé. Voilà. Oui, il y a eu cette culture de ce martyrologue de la garde à vue pendant la génération LMPT. Maître Apreval, est-ce que vous avez un commentaire en tant que militant cette fois de ce culte de la garde à vue? Est-ce que le militant le plus utile finalement c'est pas un militant qui est dehors? Absolument d'accord avec Charvet. La garde à vue c'est jamais une bonne nouvelle. C'est toujours plus ou moins un échec. Je crois que nous-mêmes, tous ici présents lors des manifs pour tous, pas un seul de nos camarades n'a fini en garde à vue. Sur 50 actifs en permanence. Après, nous faisons régulièrement ce genre de formation pour la garde à vue parce que ça peut arriver. Il faut savoir quoi faire. Si vous êtes en garde à vue, et surtout si vous êtes aussi avec les autres, dites-leur, donnez-leur la bonne parole. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des apôtres, vous êtes des disciples, peut-être pas du Christ. En matière de garde à vue, tout ça. Voilà, on aurait d'ailleurs pu se laisser arrêter une fois ou deux, rien que pour être avec les militants et leur faire passer la bonne parole. Encore une fois, je le dis, même avec des gars que je connaissais mais qui n'étaient pas vraiment des militants de longue date ou vraiment chevronnés, j'ai été surpris en les assistant comme avocat, la manière dont finalement on parle très vite, parce que l'être humain aime parler. On aime parler, mais là, ne parlez pas. C'est un principe d'autodéfense collective. Et en plus, juridiquement, légalement, vous n'en tirerez jamais aucun mal de n'avoir rien dit. Oui, cela nous amène d'ailleurs au cas de Nicolas Bernarbus qui avait assisté à une de ces formations sur la garde à vue, je crois 3 semaines ou 2 semaines et demie ou 3 semaines avant d'être appréhendé en marge d'une manifestation, je crois contre le siège d'une télévision française qui recevait François Hollande sur les hauteurs là, de Neuilly. Et il a été appréhendé d'ailleurs de manière très très brutale comme beaucoup de nos jeunes camarades à ce moment-là.
Et il a finalement entamé un bras de fer avec l'administration judiciaire et pénale, et quelque part avec l'ensemble du gouvernement qui portait cette loi Taubira. D'une certaine façon, Nicolas Bernarbus a fait plus tout seul de rapport de force. Il est entré dans un rapport de force beaucoup plus frontal que l'ensemble de la Manif pour tous. On se souvient qu'il avait créé une très grande émotion, une très vive émotion, qui avait donné lieu à des manifestations de soutien, à une caisse de soutien aussi aux prisonniers politiques, qui est toujours d'ailleurs active. Vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux. Et à un litchi, je crois aussi, donc qui avait récolté la somme, je crois, autour de 20 000 euros, qui avait été remis à la famille et à Nicolas. Le problème, c'est que Nicolas est tombé seul lors de cette, seul. Je veux dire, il était seul à entrer dans ce rapport de force. Ça aurait été plus simple si, comme c'était le cas, par exemple, en Irlande du Nord, ils avaient été 20 ou 30 militants à la fois. Donc, il fallait là, l'urgence, c'était le sortir. On fera, je le dis d'entrée, une émission prochainement avec Maître Apreval sur la question de la prison, même si ça nous prend quelques semaines, quelques mois à la préparer. Mais on vous fera une émission qui fera suite finalement à cette émission sur la garde à vue. Mais le point que je voulais faire, c'est que voilà, suite à cette formation, Nicolas Bernarbus a créé le rapport de force parce qu'il avait refusé de parler, il a refusé de décliner lui jusqu'à son identité. Il a d'abord, biaisé sur son identité. Ensuite, il a refusé le piano et l'ADN, toutes choses qui l'ont conduit finalement à entamer ce bras de fer. Alors je le dis parce que j'ai beaucoup d'amitié pour Nicolas. Peut-être n'était-il pas suffisamment armé pour entamer seul ce bras de fer avec l'État, mais enfin, en tout cas, il l'a fait. Et il a eu, à cet égard, plus de résultats politiques que l'ensemble de la Manif pour tous. Je voulais lui rendre hommage ce soir et rendre hommage aussi aux artisans de l'ombre comme vous, Maître Apreval, qui avaient contribué à former des générations de militants maintenant à cet enjeu de la garde à vue. Alors j'espère, chers amis auditeurs, que vous aurez été attentifs ce soir à cette émission. S'il y avait qu'un seul mot à dire pour la résumer, vous diriez quoi, Maître Apreval ? Ça passe plus vite qu'on ne pense, et taisez-vous. Charvet ? Je maintiens, taisez-vous et pensez qu'il y a des gens qui vous attendent dehors. Chinois ? Si vous parlez à la police, vous n'êtes pas les enfants de la Vierge Marie. Voilà, chers amis auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, si c'est ton premier soir, n'oublie pas... Tu dois combattre. Leader of the